Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République est sorti de l'hôpital Cochin il y a un peu plus de 2 heures. Vous allez l'entendre dans un instant. Il a brièvement évoqué la situation au Rwanda. Les morts au Rwanda se comptent encore par centaines aujourd'hui et l'aide humanitaire a du mal à s'organiser. Nous serons en direct avec Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé qui se trouve à Goma, au Zaïre. Également dans ce journal, la grève qui continue au centre de navigation aérienne d'Aix-en-Provence. Et puis le Tour de France, l'avant-dernière étape a été gagnée au sprint par l'Ouzbek Abdou Japarov. François Mitterrand a donc quitté l'hôpital Cochin comme prévu en fin d'après-midi. Il y aura passé une semaine après l'opération de la prostate qu'il a subie lundi. À l'hôpital Cochin, Christophe Tortora. Le président Mitterrand a préféré quitter l'hôpital Cochin en fin d'après-midi pour tenter d'échapper à la chaleur accablante de cette journée d'été. À 18 h, il sort du pavillon d'urologie en saluant les professeurs Steg, Debray et Flamme, les médecins qui l'ont réopéré des suites d'un cancer de la prostate 5 jours plus tôt. Mieux que lundi, j'espère moins bien que lundi prochain. Pourquoi n'aviez-vous pas annoncé cette intervention chirurgicale? Pourquoi n'avez-vous pas rendu public avant? Je n'ai même pas songé à le faire. J'ai prévenu le Premier ministre une semaine avant. J'avais un programme très lourd à exécuter. J'espère pouvoir présider le Conseil des ministres mercredi. Est-ce que vous allez partir en vacances, vous reposer? J'irai un peu en vacances. Je ne vois pas pourquoi je serais interdit de vacances, puisque l'été est là. Vous gardez le moral? Oui, pourquoi pas. Vous savez, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai à accomplir ma tâche. La tâche pour laquelle les Français m'ont élu. 10 mois. C'est à ma portée. Et même davantage, je l'espère. Bon, ensuite, j'aurai des préoccupations de caractère privé. L'essentiel, c'est que je puisse parvenir au terme de mon mandat. Et la question ne semble pas posée. Moi, mon activité, j'ai pas l'intention de les réduire, non. Non. Pour l'instant, c'est une petite période de recul. Mais je ne pourrais pas qu'elle dure trop longtemps. Hein? Je ne suis pas invalide. À bientôt. Hein? Et pour montrer sa relative bonne forme, le président a pris pendant quelques minutes un bain de foule avant de partir de l'hôpital Cochin. Et le président de la République s'est immédiatement rendu à l'hôpital Broussais pour rendre visite à son épouse. Madame Danielle Mitterrand a subi plusieurs opérations ces derniers jours. Il a fallu lui faire 3 pontages. Mais elle va mieux, a dit François Mitterrand, et elle devrait sortir de l'hôpital Broussais au début du mois d'août. Le président de la République espère pouvoir présider le Conseil des ministres mercredi. Il y retrouverait Édouard Balladur, le Premier ministre et le président de la République qui sont en hausse dans le dernier sondage pour l'IFOP et le journal du dimanche. Plus 5 points pour le chef de l'État à 51%, plus 8 points pour M. Balladur à 58%. François Mitterrand a évidemment évoqué à sa sortie de l'hôpital Cochin la catastrophique situation au Rwanda. Il a tenu avant toute chose à remercier les Américains pour l'aide qu'ils mettaient en place. Les limites de l'épouvante ont reculé. Et dans tout ce drame, j'ai aperçu 2 lueurs. Et encore, elles ne pourront pas corriger toute la barbarie passée, c'est-à-dire l'intervention française. Je crois avoir constaté tout de même avec satisfaction que l'opinion française comprend de mieux en mieux l'objet de l'opération dite turquoise. Et d'autre part, j'avais parlé avec M. Clinton à Naples beaucoup du Rwanda et je tiens absolument à le remercier puisque j'ai appris qu'il avait décidé qu'une aide massive serait apportée par son pays aux malheureux qui là-bas sont soumis à la souffrance et à la mort. Justement, quand les Américains demandent que l'on prolonge l'opération au-delà du 22 août, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurai l'occasion d'en parler avec le gouvernement. Choléra, épidémie, mort, manque d'eau potable, les mots ce soir ne sont pas très différents de ceux d'hier pour décrire cette situation dans les camps de réfugiés à la frontière entre le Zaïre et le Rwanda. Pour la seule ville de Goma, en 48 heures, près de 6900 corps ont été ramassés et enterrés. Florence Mavic. Un véritable cauchemar. L'épidémie de choléra, ajoutée à la dysenterie et l'épuisement, décime les réfugiés. Sans répit, la pelleteuse défigure ce bout de terre volcanique pour creuser des fosses communes. Enterrement sans cérémonie, dans un bruit assourdissant.
150 à 200 000 réfugiés risquent d'être victimes de l'épidémie. 3, 4, Des équipes de secours tiennent de sinistres registres. 5. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, malgré tous les efforts des organisations humanitaires, très peu d'aide arrive dans les camps autour de Goma, faute d'infrastructures et de voies de communication suffisantes. Pour stopper les ravages du choléra, il faut absolument mettre en place un réseau d'eau potable et de sanitaire. Empêcher les réfugiés de puiser dans le lac proche, les rives sont trop souillées. Fuyant l'épidémie, beaucoup de personnes semblent décidées à revenir au Rwanda. Mais le Zaïre n'a toujours pas réouvert sa frontière. Certains disent que l'ancien gouvernement rwandais réfugié au Zaïre ferait pression sur les autorités locales pour empêcher le retour des réfugiés. D'autres assurent que c'est pour préserver les populations. Car la route qui relie Goma à la ville rwandaise de Gisenyi regorge de mines et de grenades abandonnées par les soldats rwandais lors de leur retraite. Militaires français et soldats du FPR nettoient les abords de Gisenyi, ville fantôme qui attend de renaître. Et le ministre zaïrois de l'Information annonce ce soir que la frontière serait rouverte dans les plus brefs délais pour permettre aux Rwandais qui le souhaitent de rentrer chez eux. Les morts, vous venez de le voir, s'entassent par centaines dans les fosses communes sans que l'on ait ni le temps ni les moyens de les identifier. Résultat, des centaines d'enfants qui ont perdu leurs parents ont été regroupés par l'UNICEF qui tente de les soigner dans un centre où se sont rendus Patricia Coste et Philippe Zasselin. Un reportage, vous allez le voir, extrêmement pénible. Mimette Lalani. Elle est le seul médecin d'un immense camp d'orphelins. En plus, c'est pas. 2000 enfants, chez qui, comme ailleurs, le choléra est arrivé. Va aider là-bas. Hein? On a besoin de bras. Va aider là-bas, oui. Elle n'a pour aide que quelques employés zaïrois. Va aider. Ah, où est-ce que tu es, toi? Allez, on y va. Et depuis hier soir, le camion-citerne n'est pas arrivé. Pas d'eau, cela veut dire plusieurs dizaines de petits morts en plus. Elle ne sait plus où donner de la tête. Il faudrait que vous soyez combien pour être efficace? Vous savez, il faudrait une vingtaine de médecins ici. Si vous voulez vraiment être efficace, hein? Pouvoir vous occuper. Vous avez vu mes petits bébés? Venez, venez. On les a retrouvés abandonnés, ces gens-là? Ce sont des enfants non accompagnés. Certains sont abandonnés, certains viennent d'un orphelinat. Ah oui. Mais des petits comme ça, ils sont abandonnés. Et ça va se passer, ça va se produire de plus en plus. On craint que les parents n'ayant pas eux-mêmes à manger et à boire vont abandonner leurs enfants. Presque tous les petits sont malades? Non, non, sur... allez, je dirais 5%, sont vraiment malades, mais ils se contaminent, hein. Voilà, mais alors est-ce qu'on peut pas les séparer? Je vais les mettre où? Je peux pas mettre des petits comme ça sous des tentes, ils vont se déshydrater. Et vous avez juste 2 baraques? Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Venez, je vais vous montrer dans votre travail. En route, elle diagnostique. Il faut les repérer vite, ce dont la vie est en train de filer, dans ce désordre. Non, laisse-le. Tu le prends et tu le mets tes gants. Et tu l'emmènes directement à la... Viens, viens, chérie. Vas-y, Espérance. Mets des gants. Allez, on y va. C'est là, celui-là? Il est complètement déshydraté, venez. Elle court vers le dispensaire. Toujours l'espoir, même pour les cas les plus graves. Et puis, MSF a livré quelques médicaments. Attention! Attention! Voilà. C'est terminé pour lui. Terminé. Il faut qu'elle continue son travail. Pour elle. Vous êtes pas découragé quand même? Oui. Oui. Absolument. Parce que ces petits n'ont rien demandé. Hein. Ils n'ont rien demandé, ces petits. Excusez-moi.
Trouve-moi 2 personnes pour emballer des corps. Pardon? Pour prendre les morts, la chimie. Mets-moi 2 volontaires. Il nous faut de la place. Viens. En écho à ces appels de détresse d'une poignée de médecins qui sont malheureusement bien seuls dans ces camps, la mobilisation internationale semble très lente à se mettre en place. Parmi les premiers arrivés à Goma, dans la matinée, l'équipe de médecins et de techniciens partis de Paris hier avec le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Ils ont effectué une première reconnaissance. Dorothée Oliéric et Alain Saint. La visite guidée du ministre de la Santé a commencé dans le ciel de Goma. Destination, le camp de Gikangoro, au Rwanda. Pour cette première journée, Philippe Douste-Blazy, accompagné du commandant de l'opération Turquoise, s'est plongé dans l'univers des réfugiés. De ce côté-là de la frontière, on ne meurt pas du choléra, mais la campagne n'est pas encore sûre et les règlements de compte font toujours des victimes. Un peu plus loin, un autre camp où vivent depuis un mois quelques 2000 Tutsis et Hutus modérés. Mais derrière les sourires, la peur est encore là. Beaucoup voudraient rentrer chez eux, mais ils hésitent. Ici, nous sommes menacés, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons donné la lettre. Les menaces continuent même ici, parce que vous voyez, il y a les gens ici qui donnent des renseignements aux extrémistes qui sont partis vers Kangourou. Aujourd'hui, on en a attrapé 5 d'entre eux. Ils venaient prendre des renseignements, ils avaient aussi des cartouches de pistolet. On en a attrapé 120 le matin dans le camp même. Dernière étape de la visite, nous sommes à Siangougou, au sud de la zone de sécurité française. Après les réfugiés, les militaires, l'heure d'un autre bilan. Si vous voulez, il y a les pillages avec violence, les pillages armés, donc ça on y fait une chasse farouche. On a d'ailleurs récupéré un nombre impressionnant d'armements dans ce genre d'opération. Et puis il y a les pillages sauvages de gens un peu débridés, auxquels on essaie aussi maintenant de mettre un terme, mais c'est un petit peu en priorité numéro 2, compte tenu de nos effectifs. C'était un après-midi au Rwanda, presque comme n'importe quel autre. Il y avait bien un ministre qui se soucie des réfugiés. C'était un Français, encore une fois. En direct avec nous donc depuis Goma, Monsieur Douste-Blazy. Bonsoir monsieur, vous êtes ministre mais sans doute avant tout médecin. Je voulais savoir ce que vous ressentez ce soir après votre première journée passée à Goma donc. Ce soir, Étienne Lénart, c'est l'horreur. Ce que j'ai vu, c'est indescriptible et c'est horrible. C'est horrible parce que après 3 ans de guerre civile, après 3 mois de massacres, de génocide ayant massacré plusieurs centaines de milliers de personnes, voilà des populations qui arrivent par centaines de milliers dans cette frontière zaïroise. Et c'est absolument horrible parce qu'il y a des cadavres, 8000 cadavres depuis maintenant 48 heures. Le choléra qui est là, tout se passe comme si après le génocide des machettes et le génocide des kalachnikovs, il faut que cette population échappe maintenant au génocide du choléra. C'est absolument horrible, c'est la raison pour laquelle Édouard Balladur m'a demandé de venir ici, en accord avec Alain Juppé, Mme Michaud-Chevry, M. Roussin, pour amener du matériel pour l'eau. On manque d'eau ici, ce sont des populations qui n'ont ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni produits de réhydratation. Donc nous sommes arrivés ici avec une véritable action de pompage, une unité de traitement de l'eau, une unité de purification aussi de l'eau et de filtrage pour 1 million de personnes, pour qu'ils aient de l'eau potable pendant un mois. Et puis, bien sûr, les médicaments. Oui, monsieur Douste-Blazy, on dit que cette épidémie de choléra risque de s'étendre à d'autres zones. Vous confirmez ce soir et que peut-on faire pour l'éviter? L'énorme problème, c'est qu'ici, il y a plus d'1,5 million de personnes qui sont à côté. Vous venez de le voir, cette médecin le disait, elle ne pouvait pas séparer les enfants. Comme vous le savez, c'est une maladie très contagieuse qui se prend par l'eau, en buvant de l'eau contaminée ou en prenant des aliments contaminés et surtout qui s'accompagne de diarrhées terribles et donc d'une déshydratation très rapide. J'ai amené ce matin avec cet avion cargo 20 000 flacons de Ringer, c'est-à-dire un soluté qui permet d'hydrater surtout ces enfants. Tout à l'heure, j'ai fait une route à 2 heures d'intervalle. Au retour, il y avait 500 cadavres de plus sur le bord de la route. Les gens marchent puis tombent. C'est quelque chose d'affreux et je dirais que la communauté internationale doit se sentir solidaire. Il n'y a que les Français ici et ce n'est pas normal. Il faut vraiment le dire. Je dirais que la raison humaniste ne triomphera de la folie des hommes que si il y a une communauté internationale qui se solidarise.
Vraiment, c'est le cri d'alarme, moi, que je lance d'ici, si on ne veut pas que ces camps de réfugiés soient les camps de la mort. Merci beaucoup, Monsieur Douste-Blazy. Même si les réfugiés rentrent progressivement dans les semaines qui viennent, une fois au Rwanda, les problèmes ne seront évidemment pas réglés. Dans un quartier de Kigali, la capitale dévastée par cette guerre, des enfants, des adolescents, là encore, sont livrés à eux-mêmes. Ils se sont organisés en bandes et ont pris possession des ruines. C'est un reportage d'Éric Monnier et Vincent Maillard. Retour à la Sainte Famille après la tragédie. Les réfugiés ont enfin quitté cette église de Kigali où ils ont tenté de trouver refuge des mois durant. Ils sont partis, mais ils ont laissé derrière eux ces enfants. Des orphelins pour certains, les autres sont simplement sans nouvelles de leurs parents. Ils vivent là, en contrebas, dans l'ancienne école primaire, dorment, mangent et vivent ensemble. Ils sortent peu, parce qu'ils ont peur, tout juste, de temps à autre, pour visiter quelques maisons abandonnées et tenter d'y trouver de quoi survivre. Ils ont même désigné un chef de bande, sans doute tout simplement parce qu'il est le plus âgé. Il a 18 ans. J'ai fait une liste des 19 enfants qui vivent là pour que d'autres ne viennent pas s'incruster. Ils peuvent passer une nuit ici et après ils doivent partir. Une ébauche de règles communes qui n'évite pas la violence. La loi du plus fort est la seule qui préside depuis déjà longtemps à Kigali. Ça, c'est un coup de couteau que lui a mis un type qui s'appelle Saligoma. Mais on l'a fait déguerpir. Le seul à bénéficier vraiment de la solidarité du groupe, c'est Jean Damon. Sans eux, il serait mort. On nous a donné une bouteille d'alcool frelaté. Et après, on a eu des maux de ventre et on a vomi. Et voilà, maintenant, je suis aveugle. C'était il y a un mois. 2 autres enfants n'ont pas survécu à l'expérience. Ils disent qu'on leur l'a promis, ils attendent de l'aide. L'un d'eux a même décidé de recommencer à étudier. Les autres disent que pour ça, on verra plus tard. Alors pour essayer de faire face à cette tragédie, les organisations humanitaires ont évidemment besoin d'argent pour acheter du matériel. En France, leur appel a été entendu, elles ont déjà reçu de nombreux dons. Et des volontaires de Médecins du Monde partent ce soir. Ils sont médecins et c'est dans l'urgence et la fébrilité qu'ils ont préparé leur départ. Un reportage d'Agnès Varamian et Jérôme Korkikian. Ce matin, Brigitte Maître soignait encore ses malades à l'hôpital de Compiègne. Malgré 8 missions au Rwanda, elle avait prévu de passer l'été à Paris à travailler. Mais l'épidémie a tout précipité. Il y a la fièvre jaune, je crois qu'il n'y a pas le choléra. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de ne pas y aller tout de suite, quoi. Pour nous, c'est une cause qui est obligatoirement à défendre immédiatement et très vite. Et c'est vrai que je crois que mes collègues ont compris que je piaffais de ne pas être là-bas. Mon rôle de médecin, c'est d'être là-bas aujourd'hui, il n'y a pas de doute, quoi. Voilà un message du prêtre qui va partir avec nous. Bonjour, c'est François Lefort, c'est Salério qui m'a donné ton numéro personnel. Je suis de passage à Paris. François Lefort, prêtre et médecin, arrivé du Sénégal hier, prévu pour partir au Brésil demain s'occuper des enfants des rues, volontaire, recruté d'urgence pour l'Afrique. La première fois que j'ai vu le choléra, c'est en 1970 à Alger. Depuis, j'ai peut-être vu 7 ou 8 fois des épidémies de choléra. J'ai été médecin en Mauritanie où quelquefois il y a eu des épidémies. Donc, je connais des méthodes un petit peu artisanales ou presque pour pouvoir s'occuper d'énormément de malades. Je crois qu'il va y avoir des dizaines ou des centaines de milliers de morts et qu'une action peut faire qu'il y en a 100 000 de plus ou 100 000 de moins. Écoutez les derniers messages du répondeur, laissez quelques consignes aux amis, et puis voilà. Le répondeur est branché, c'est bon. À Goma, Brigitte Maître et François Lefort seront chargés de gérer l'arrivée de 22 médecins et de 40 tonnes de matériel. Moi, je m'attends à trouver effectivement des milliers de morts et des milliers de gens à sauver. Il faut aller très vite pour pouvoir les sauver. Les premiers volontaires partis, Médecins du Monde recrutent toujours pour des missions prochaines. Voilà, et je vous rappelle que si vous souhaitez vous aussi aider les organisations humanitaires, une aide financière, donc vous trouverez tous les numéros de compte chèques postaux sur notre Minitel, le 36 15 code France 2, ou par téléphone, donc au 36 68 10 10. Dans un autre pays d'Afrique, la Gambie, pays voisin du Sénégal, le président a été renversé aujourd'hui par un coup d'état militaire. Il s'est réfugié dans le port de la capitale sur un navire de guerre américain.
Et puis en Bosnie, pas de nouvelles des 2 soldats français qui ont disparu depuis 2 jours. Leurs armes ont été retrouvées, mais pas leurs affaires personnelles. À Mostar, l'une des villes qui a le plus souffert de la guerre, l'Union européenne a symboliquement installé aujourd'hui son administration. Didier Eppelbaum. Mostar a été déchiré pendant 1 an par de terribles combats entre Croates et musulmans jusqu'en fin février dernier. C'est l'une des principales villes de l'Herzégovine, au sud de Sarajevo. Et c'est le quartier musulman qui a le plus souffert des combats, détruit à 60%. Depuis la réconciliation entre Croates et musulmans, la ville revient à la vie. Elle est démilitarisée depuis la nuit dernière et placée sous tutelle de l'Union européenne. L'administrateur est un Allemand, l'ancien maire de Brême, Hans Koschnick. Il a été installé ce midi à Mostar par les représentants de l'ONU et de l'Union européenne, France, Allemagne, Grèce, ainsi que devant les présidents de la Croatie et de la Bosnie. L'Union européenne va entreprendre maintenant la reconstruction de la ville et peut-être poser les bases d'un modèle qui pourrait servir à d'autres enclaves bosniques. L'actualité en France, maintenant, ça ne s'arrange pas franchement pour les touristes qui ont choisi le sud-est de la France pour leurs vacances et qui par-dessus le marché voyagent en avion. Plus de la moitié des vols ont été annulés. Et pour la fin du week-end, les choses devraient encore s'aggraver. Olivier Sioux. Une jeune touriste allemande qui craque, bloquée à l'aéroport de Nice. 2e jour de grève des contrôleurs aériens et une situation qui continue de se dégrader dans le sud-est de la France. Comme hier, un vol sur 5 seulement était assuré et les perturbations s'étendent maintenant aux vols internationaux. Au départ de l'Allemagne vers l'Espagne ou les Canaries, les retards atteignent 2 heures. Dans les aéroports espagnols, les vols à destination du nord de l'Europe accusent même parfois 5 heures de retard. L'aéroport de Majorque est presque paralysé, 100 000 passagers sont en attente. C'est donc bien tout le trafic aérien entre le nord et le sud de l'Europe qui est affecté par le mouvement des aiguilleurs du ciel d'Aix-en-Provence. Ce qui oblige les autres centres régionaux de contrôle aérien à détourner les vols qui ne sont pas annulés vers les aéroports de la région Midi-Pyrénées ou de l'Italie. Et comme le trafic est toujours plus dense en fin de week-end, dimanche devrait être une journée encore plus difficile dans les aéroports européens. Également beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Les ralentissements annoncés se sont produits, notamment sur l'axe Paris-Lyon. Vous le voyez, on a compté jusqu'à 40 km de bouchons. La situation est redevenue progressivement normale en début de soirée. Beaucoup de monde dans les aéroports, beaucoup de monde sur les routes et pourtant, comme chaque année, un Français sur 2 ne partira pas en vacances. C'est ce qu'indique un sondage de la Sofres pour le Figaro Madame. Mais ne pas partir, c'est parfois pour d'excellentes raisons. Régis Cotias. Safo, la sieste, ça la connaît, mais cette année, pas de vacances. Alors, faute de plage, elle se contente du pavé. En fait, 47% des Français ne prennent pas de congé en été, peut-être pour mieux en profiter après. La raison pour laquelle je pars pas en vacances, c'est que je viens de trouver un emploi. Je suis très contente d'avoir trouvé un emploi et il faut savoir faire des choix dans la vie. Pour l'instant, c'est mon boulot à fond et les vacances, on verra quand l'opportunité se présentera. Pas de plage, de mer, de sable chaud, mais avec un peu d'imagination, on se prend à rêver. Moi, je gagne au loto, je partirai. Je sais pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave de pas partir en vacances. On peut très bien partir et s'ennuyer, rester à Paris et pas s'ennuyer. Prisonnier de la ville toute l'année, l'été venu, c'est le moment de s'en évader. Et à votre avis, qu'espèrent les citadins? Moi, j'irai au vert. Sans les marteaux-piqueurs, sans les travaux, sans les voitures, sans les alarmes, sans les casiers à bouteilles qui nous vident à 9 h du matin. Ah, je préférerais être à la pêche. Si on avait mis la mer à Paris, on s'ennuierait moins. La mer à Paris, pourquoi pas, mais il va falloir attendre. Dans l'immédiat, vous pouvez recycler vos accessoires de vacances, le sac à dos pour faire les courses, un bon moyen pour s'entraîner, en avant pour les randonnées urbaines. Quant aux vacanciers que nous avons suivis toute la semaine à la Tranche-sur-Mer en Vendée, ils vont bien, merci, et comme ils aiment rire, les clowns ambulants qui sillonnent la ville font un tabac. Le carnet de route de Pascal Doucet-Bon et Philippe Deslandes. Le marais Poitevin, derrière la Tranche, possède aussi ses aventuriers des vacances. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité estivale Ronald, clown itinérant. Il balade depuis 10 ans sa carriole à moteur entre les Sables d'Olonne et La Rochelle pour notre plus grand plaisir et celui des grenouilles du marais. Dans une grande ville, il serait 10 à hurler. Là, ils sont 100 selon la police, 150 000 selon Ronald. Attention, c'est parti. 1, 2 et 3.
En tout cas, le grand classique clownesque prend toujours au quart de tour, à condition d'avoir la sincérité nécessaire et, n'ayons pas peur des mots, une certaine connaissance de l'âme humaine, puisée dans les expériences de la vie. J'ai pas toujours été clown, j'ai fait de l'animation, j'ai été couvreur, j'ai fait de la plomberie, docker, j'ai fait de l'ébénisterie, vraiment, la totale quoi, j'ai essayé pas mal de trucs. C'est pas difficile le diabolo, hein. Quand ça monte, on fait « Oh !» En fait, à la tranche, hier soir, le bonheur était simple comme l'envol d'un diabolo, à la hauteur des rêves de Ronald. Que les gens s'éclatent, quoi, finalement, c'est ça mon rêve, quoi. Que les gens soient plus qu'il y ait une ouverture, que ça délire plus, qu'on puisse avoir des contacts plus vrais, quoi. Parce que on est quand même vraiment, je trouve quand même que les gens sont assez coincés. Vous avez compris, c'est la maxime du jour, décoincez-vous, grosse bise, et à demain. À demain pour la dernière depuis la Tranche-sur-Mer. Dans l'avant-dernière étape du Tour de France qui s'est terminée au sprint, comme bien souvent, c'est l'Ouzbek Djamolidine Abdou-Japarov qui a mis tout le monde d'accord sur la ligne d'arrivée au lac Saint-Point dans le Doubs. Sauf catastrophe, Miguel Indurain devrait remporter sa 4e victoire consécutive demain sur les Champs-Élysées. Avant lui, seuls Jacques Anquetil et Eddy Merckx avaient fait aussi bien et le peloton n'est pas loin de penser cette année que sur un vélo, Indurain est un véritable extraterrestre. Thierry Clopeau et Alain Tuba. Le jour J à l'heure H, un dimanche matin 10 juillet à Trélissac. Le Matador Soleil sait que quelques heures plus tard, il tuera le Tour de France. D'adversaire jusqu'au champ, il n'y en a pas eu. Indurain a un jeu favori. Il annihile les velléités de ses vassaux. Mais il y a du respect, énormément. C'est tout, en fait, par rapport aux autres. Il a tout en plus des autres. Il grimpe mieux que les autres, il descend mieux que les autres, il va plus vite que les autres contre la monte. Et en plus, c'est quelqu'un de très simple. À 30 ans, Indurain, idole de tout un peuple, plane de 1000 feux sur le cyclisme mondial. 2 Giro, 4 Tours de France. Le numéro 1 est discret dans la vie. L'automne, l'hiver et au printemps, il cultive sa belle âme de paysan catalan. L'été, sur un vélo, c'est un diamant à l'état brut. C'est pas de m'abaisser devant Miguel Indurain, mais je crois que je suis très fier d'avoir couru avec cette génération de coureurs. Et si un jour mes enfants font du vélo, eh ben, j'espère qu'ils se conduiront comme lui. Une seule fois en l'espace de 3 ans, Indurain a vacillé de son piédestal. C'était il y a un mois et demi au Tour d'Italie, battu par Berzine. Le reste du temps, c'est la force tranquille. Chacun fait sa course comme il l'entend, je crois qu'il préserve l'avenir. Et finalement, il laisse les autres faire la course, et c'est ce qu'on voit encore là dans ce Tour de France. C'est les autres qui courent pour lui. Jamais en 4 victoires finales dans le Tour, Miguel n'a remporté d'étape en ligne. Un petit nuage sur son maillot soleil. L'oubli sera réparé l'an prochain, il l'a dit. Et Indurain est un homme de parole. Presque aussi rapide que les cyclistes, mais avec cette fois les 2 solides jambes de ses 24 ans. C'est un Kényan, William Sigé, qui a battu en Norvège le record du monde du 10 000 mètres en 26 minutes et 52 secondes. Pour terminer ce journal, et là encore dans le plus grand délire, direction Chalon-sur-Saône, paisible bourgade tout au long de l'année. Chalon-sur-Saône devient complètement folle quand débarquent les spectacles de rue. De 60 000 habitants, on passe à 300 000, et dans la foule, Louis Carzou et Éric Delagneau. Mon Dieu, c'est bien, il y a des fêtes qui sont bien. On a les fêtes des montgolfières qui sont super. La fête des bateaux, ça fait du bruit, mais enfin c'est pas mal. Dans Chalon, dans la rue. Ah ça c'est sûr, lorsqu'une fois l'an Chalon-sur-Saône se prend pour le plus grand chapiteau du monde, les ruelles et les places offertes comme autant d'estrades, aux parades, aux clowns et à toutes sortes d'espèces indomptables et mystérieuses, il y a vraiment de quoi pousser un... Cette ménagerie apprivoisée qui a déjà passé l'âge de déraison, 8 ans, pensez donc, à 2 papas, pas peu fiers, et qui assure même respecter les traditions locales. C'est vrai qu'il y a une tradition carnavalesque très ancienne à Chalon, et c'est une autre façon d'imaginer la fête dans la rue, lieu de convivialité, de rencontre, aujourd'hui. Et d'autre part, Chalon est la ville de l'image par naissance, puisque c'est la ville de Niepce,
inventeur de la photographie. Et les artistes de la rue sont un petit peu les créateurs d'images contemporaines. De belles images pour enfants sages, en tranches de vie, bien saignantes, servies aux parents cyniques. Le tour de magie du Festival de Châlons est là. Créer l'aventure au coin de la rue, les décors les plus naturels repeints aux couleurs de l'illusion, de quoi perdre son latin. On a vu du théâtre dans la rue, et ça peut plaire. Qu'est-ce qui vous a plu? Le théâtre dans la rue. Et encore le théâtre dans la rue. Voilà, et c'est sur cette note de musique que nous refermons cette édition. Dans un instant, Nathalie Riouet pour la météo de votre dimanche. Le soleil va revenir, surtout le sud de la France. À 20h50, Fort Boyard, Sandrine Dominguez et Patrice Laffont reçoivent ce soir le chanteur Philippe Laville. À 22h25, un championnat d'Europe des super welter en direct de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et le dernier journal vous sera présenté par Florence Duprat vers minuit moins 10. Je vous retrouve demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.